L'Égypte otage d'un contexte géopolitique. On se souvient par exemple que Bachar al-Assad, dirigeant syrien, avait déclaré lors de la chute de Mohamed Morsi, c'est ce qu'on assiste là à la fin de ce qu'on appelle l'islam politique. Est-ce que l'Égypte aujourd'hui, on a peut-être tendance à l'oublier, mais est-ce qu'il ne faut pas lire aussi ce contexte-là à l'aune de la lutte contre le groupe État islamique ou ce qui se passe au Sinaï aussi? Bien sûr, mais des deux côtés. C'est-à-dire qu'aussi, on a un pouvoir qui, lui, est soutenu par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, qui ont donné plus de 20 milliards de dollars en un an et demi, donc qui est effectivement pris dans ce jeu de lutte entre l'Arabie Saoudite d'un côté, finalement, parce que c'est le chef de cette coalition d'États, et d'un autre côté, l'islam politique sous toutes ses formes. Et l'Égypte apparaît aujourd'hui comme un peu le bras armé de l'Arabie Saoudite dans cette lutte. Ce qui explique que voilà, l'Arabie Saoudite est prête à donner des milliards et elle va probablement continuer à le faire. Mais sur le discours, je pense qu'il faut écouter ce que dit Sanallah Ibrahim parce que je pense qu'il renvoie l'opinion de toute une partie de la société égyptienne. Il faut aussi se rendre bien compte, et je suis d'accord avec Amr, que ce cercle vicieux, il est extrêmement périlleux. Moi, je le vois sur les acteurs que j'étudie en Égypte, il y a une vraie radicalisation produite par la répression. Les frères musulmans, quoi qu'on en pense, étaient quand même des gens qui faisaient de la politique. On peut débattre de leurs objectifs et de la... Les faire taire, c'est aussi donner le moyen aux plus radicaux d'agir, en fait. Aux plus radicaux d'agir et permettre la radicalisation d'une partie de la base.